Un détail oublié renverse tout et fissure les certitudes établies. En moins de 2 ans, 92% du territoire perdu sont repris, alors que la plupart des observateurs pariaient encore sur un effondrement lent et inévitable. Face à ce renversement, une question obsède ceux qui regardent le Burkina Faso de loin. Que signifie vraiment cette trajectoire ouverte par Ibrahim Traoré pour un pays que l'on disait condamné? Derrière ces chiffres, c'est une autre inconnue qui se dessine, plus silencieuse mais décisive, prête à redistribuer les cartes du pouvoir régional. La promesse qui traverse cette transformation tient en une équation simple: comprendre comment un pays longtemps fragilisé a inversé des dynamiques jugées irréversibles. Pour le spectateur, l'enjeu concret se résume en 10 mots: saisir les mécanismes réels qui redéfinissent la souveraineté burkinabé. Dans ce cadre, chaque avancée porte un risque symétrique: aller trop vite, rompre l'équilibre interne, ou au contraire consolider un socle durable capable de résister aux pressions régionales. Les décisions se jouent sur un fil où la moindre erreur pourrait recomposer entièrement la trajectoire nationale. Les analystes qui suivent la zone sahélienne voient dans cette mutation une fenêtre étroite, rare, où la rapidité d'exécution devient autant une force qu'un danger potentiel. Les paris stratégiques, réhabilitation massive, réengagement local, sécurisation accélérée, peuvent produire un effet levier comme provoquer une fragmentation silencieuse si la discipline n'est pas tenue, et si tout reposait en réalité sur un détail ignoré jusque-là. C'est dans cette tension que se situe l'intérêt principal: comprendre ce qui donne sa cohérence à un mouvement que l'on croyait impossible quelques mois auparavant. La révélation initiale tient en deux faits qui auraient dû changer la lecture générale dès le départ. D'abord, une statistique fulgurante: 12% du territoire perdu ont été repris en moins de 2 ans, un niveau de reconquête qu'aucun modèle sahélien n'avait anticipé. Ce chiffre, pourtant public, est longtemps resté traité comme une anomalie, voire une donnée marginale, alors qu'il constitue le pivot de toute l'évolution burkinabé. Derrière cette reprise accélérée se dévoile un changement de méthode, de tempo et de centre de gravité politique. Le pays n'est plus perçu comme un terrain de gestion extérieure, mais comme un espace où la décision interne prime. C'est dans cette bascule que s'inscrit pleinement l'action d'Ibrahim Traoré, dont la stratégie a déplacé le cadre habituel de la sécurité sahélienne, troquant la lenteur bureaucratique contre des opérations courtes, ciblées et alignées sur les besoins des zones abandonnées. Avant cette mutation, le contexte était défini par une fragmentation territoriale croissante: routes impraticables, écoles fermées, villages vidés, embuscades répétées qui forçaient les populations à se replier dans les centres urbains. L'État se dissolvait par endroits, remplacé par une logique de survie où les communautés improvisaient leurs propres règles. Les chiffres officiels décrivaient une situation critique, mais la réalité quotidienne était encore plus sévère: mobilité stoppée, économie ralentie, confiance institutionnelle érodée. C'est dans ce décor étouffé qu'un détail passé sous silence a tout fait basculer: la libération puis la réhabilitation de milliers de détenus, décision qui semblait imprudente dans les capitales étrangères, mais qui, appliquée localement, a modifié les équilibres. Les unités nouvellement formées se sont déployées dans les zones reprises, rouvrant les marchés, protégeant les champs, sécurisant les axes où l'État avait disparu. Ce mouvement n'a pas effacé les fragilités, mais il a recréé une continuité territoriale inattendue. Autrement dit, la transformation ne part pas d'un discours, elle part d'un changement du terrain lui-même, et ce changement oblige à relire tout le récit burkinabé avec un regard neuf. Le mouvement qui s'esquisse sur le terrain ne peut se comprendre qu'en observant ceux qui en deviennent malgré eux les vecteurs. Les premiers signes ne viennent pas des institutions, mais des trajectoires individuelles que personne ne regardait auparavant.
Dans plusieurs villages, les gestes ordinaires recommencent à prendre forme: cultiver, vendre, circuler. Ces changements, discrets mais répétitifs, indiquent une reprise locale avant même que les statistiques ne se stabilisent. Le premier cas marquant est celui de Moussa, ancien maçon condamné pour vol. Intégré dans les unités réhabilitées, il découvre un rôle qui dépasse sa propre histoire. Sur les pistes rurales, il protège les convois, accompagne les habitants et rétablit des accès que l'on disait perdus. Pour les villageois, il devient un repère imprévu, ni héros ni symbole, mais une présence constante qui redonne de la continuité à des lieux fatigués par les ruptures successives. Le second cas, plus intime, est celui d'Aïcha, mère d'un jeune homme tombé au combat. Longtemps, enfermée dans le deuil, elle trouve dans la transformation en cours une forme de justification silencieuse. L'idée que le sacrifice de son fils s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Ces paroles, souvent murmurées, circulent parmi les habitants comme un fil reliant douleur et cohésion. Elle incarne cette part humaine de la transition, celle que les analyses oublient, mais que les communautés ressentent immédiatement. Ces trajectoires individuelles prennent sens dans la dynamique impulsée par Ibrahim Traoré, où l'efficacité ne se mesure pas seulement par la reconquête, mais par la capacité à réancrer les vies ordinaires dans une stabilité retrouvée. À ce stade, So What, la renaissance sociale commence par des gestes minuscules, se manifeste clairement dans la continuité du récit. La bascule commence à l'aube, sans annonce, sans préambule. Le déclencheur est simple, un ordre bref, direct, donné depuis Ouagadougou. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les portes s'ouvrent, les cellules se vident et ceux que l'on croyait perdus reçoivent une seconde mission. Tout se joue en quelques heures. Les gardiens exécutent, les registres se ferment, les premiers groupes et les sortent dans un silence tendu. Personne n'ose encore mesurer l'ampleur de ce qui se met en marche. À Bobo, Dioulasso, les uniformes sont distribués avant midi. À Pau, les instructeurs montent immédiatement les premières séances de réintégration. À Koudougou, les couloirs poussiéreux des camps militaires se transforment en ateliers d'urgence. Les équipes improvisent, adaptent, corrigent. Les procédures classiques sont abandonnées. On accélère, on simplifie, on dédouble les équipes. La rapidité devient doctrine, parce que le territoire exige vitesse plutôt que perfection théorique. Sur les axes d'hôtes secondaires, des caravanes provisoires testent les premières patrouilles. Chaque groupe avance avec prudence. Chaque geste doit convaincre. La montée en puissance est brutale. Quand les premiers contingents atteignent les zones reprises, les habitants hésitent, observent, doutent, puis quelque chose change. Les pistes sont nettoyées, les embuscades sont repoussées, les marchés rouvrent après des mois d'abandon. Les champs sont protégés avant la saison sèche. Partout où ces unités passent, les signaux faibles se multiplient. Lanternes rallumées, stands réinstallés, retour de familles dispersées. En quelques semaines, la perception collective se retourne. Là où l'État reculait, l'État avance. Là où la nuit signifiait peur, elle redevient silence. Cette reconquête, inattendue dans son intensité, recompose l'équilibre psychologique du pays. Les communautés, jusque-là figées dans la résignation, retrouvent un espace d'action. La dynamique atteint son sommet quand les 15 600 hommes réhabilités deviennent des silhouettes familières dans les villages, non plus comme menaces mais comme médiateurs. Leur discipline neuve surprend même les sceptiques. Les commerçants circulent, les enseignants reviennent, les routes s'allongent de nouveau, comme si chaque kilomètre retrouvé effaçait une partie du chaos précédent. Mais une onde plus profonde suit la première. Les conséquences s'enchaînent. Dans les quartiers urbains, la criminalité chute. Dans les campagnes, les paysans replantent les terres. Dans les centres administratifs, les autorités locales retrouvent une marge de manœuvre. Les voisins observent et s'interrogent.
À Paris, on parle d'imprudence. À Bamako, on parle d'audace. À Ouagadougou, on parle d'évidence. La stratégie ne ressemble à aucun modèle sahélien. Elle avance par couches successives sans chercher l'approbation extérieure. Pourtant, chaque avancée porte une inquiétude silencieuse. Cette force née si vite peut-elle rester stable? Les unités pénitentiaires de combat doivent encore prouver qu'elles ne deviendront ni un bras parallèle ni une source de dérive interne. L'équilibre reste fragile, mais la séquence est lancée, impossible à effacer. L'histoire change quand la vitesse l'emporte sur l'hésitation. Le point de départ est clair. Un pays morcelé, des routes coupées, des écoles fermées, un appareil administratif affaibli. C'est le baseline qui permet de mesurer chaque rupture provoquée ensuite par la stratégie imposée par Ibrahim Traoré. Les villages vivaient sous la pression constante d'embuscades, les marchés fonctionnaient par intermittence et les axes secondaires n'étaient plus que des trajectoires risquées où la mobilité devenait un pari quotidien. C'est dans cet environnement saturé d'incertitudes que les trois deltas majeurs viennent modifier l'équation nationale. À ce stade, premier delta, 92% du territoire repris, se manifeste clairement dans la continuité du récit. Ce chiffre, improbable quelques mois plus tôt, marque la reconquête accélérée qui redonne de la cohérence à un espace jusque-là fragmenté. Cette reprise rétablit des continuités vitales pour les villages reculés. Les ponts logistiques se rouvrent, les couloirs de circulation redeviennent praticables et certaines zones abandonnées retrouvent une forme de gouvernabilité. La statistique seule n'explique pas tout. Elle indique l'amplitude d'un mouvement qui transforme le désert périphérique en territoire administré. Les enseignants reviennent progressivement, les marchés reprennent une cadence régulière, et les familles qui vivaient dans l'éparpillement réapparaissent. Derrière ce pourcentage se joue une bataille concrète. Refaire circuler les biens, les personnes, les décisions. À ce stade, deuxième delta, 72% d'attaques sur les routes se manifestent clairement dans la continuité du récit. La chute est directe, brutale et change la nature même de la mobilité rurale. Cette baisse permet aux échanges économiques de retrouver une respiration stable. Les convois commerciaux n'ont plus besoin d'escortes systématiques, les transporteurs reprennent des itinéraires disparus depuis des années et les petites communes réaccèdent aux fournitures nécessaires. Là où circuler signifiait survivre, circuler signifie désormais travailler. Cette diminution n'efface pas les menaces, mais elle déverrouille une partie essentielle de la vie quotidienne. C'est le moment où les communautés, longtemps confinées dans la peur, recommencent à planifier leurs activités plutôt qu'à les subir. À ce stade, troisième delta, 48% de baisse de la criminalité urbaine se manifeste clairement dans la continuité du récit. Ce recul, discret mais décisif, reflète la transformation du rapport entre quartier et institution. Ce changement restaure un lien de confiance longtemps érodé dans les zones sensibles. Les ex-détenus, intégrés comme médiateurs, deviennent des relais que les habitants connaissent et interrogent. Les tensions diminuent, les conflits sont gérés plus tôt et les espaces publics se remplissent à nouveau. Les commerces rallongent leurs horaires, les écoles accueillent davantage d'enfants. Les rues, autrefois marquées par la méfiance, retrouvent une circulation ordinaire. La statistique n'est pas un aboutissement, mais un indicateur de normalisation. Ces trois deltas s'imbriquent et forment un ensemble cohérent. Territoire, route, cohésion sociale. Ils ne produisent pas des effets séparés, ils activent une spirale ascendante où chaque progrès rend le suivant possible. Le territoire reconquis sécurise les routes sécurisées relancent les marchés relancés réduisent les tensions locales. La dynamique ne tient pas à une seule décision, mais à l'enchaînement de ruptures qui réparent progressivement les fractures accumulées. Pourtant, aucune de ces avancées ne garantit la durabilité.
Les chiffres montrent l'élan, pas la solidité structurelle. Tout dépendra de la capacité à maintenir la discipline, à coordonner les acteurs locaux et à gérer les tensions qui émergeront inévitablement. La trajectoire ouverte par Ibrahim Traoré est réelle, visible, mesurable, mais encore fragile. Deux lectures opposées s'affrontent lorsqu'on analyse la transformation burkinabé, et chacune dispose d'arguments solides lorsqu'on les replace dans le terrain réel. La première, portée par ceux qui observent les zones reprises au quotidien, défend l'idée d'une rédemption pragmatique. Selon ces voix, la mobilisation d'anciens détenus répond à une urgence vitale, un manque structurel de troupes, des territoires menacés, des communautés abandonnées face à des groupes armés mobiles et imprévisibles. Pour eux, réhabiliter ces hommes n'est pas un pari moral, mais une réponse tactique ajustée à la réalité sahélienne. Les résultats visibles: routes rouvertes, embuscades repoussées, marchés réanimés, constituent la preuve que le dispositif fonctionne à court terme. Ils y voient une manière pour le Burkina Faso de convertir ses failles en ressources sans attendre un soutien extérieur toujours incertain. L'argument inverse se structure autour d'une inquiétude institutionnelle. Pour ces critiques, intégrer rapidement des hommes marqués par la prison crée un risque majeur, celui d'une armée parallèle susceptible de perturber l'équilibre interne. Ils redoutent la militarisation accélérée d'individus encore fragilisés par leur passé, investis soudain d'un pouvoir armé. Le scénario qu'ils redoutent est clair: dérive autonome, dissidence interne, instrumentalisation politique. Leurs craintes ne portent pas seulement sur la sécurité immédiate, mais sur la capacité de l'État à maintenir le contrôle et la discipline dans la durée. Entre ces deux pôles, une voie médiane apparaît lorsque l'on observe les données disponibles. Les deltas mesurés: 32% de territoires repris, 72% d'attaques routières, 48% de baisse de criminalité urbaine, indiquent une dynamique effective, mais pas encore stabilisée. La réussite actuelle repose sur une articulation fragile entre réhabilitation sociale et encadrement militaire strict, impulsé par Ibrahim Traoré. Ce modèle n'est ni une garantie ni un risque certain. Il fonctionne parce qu'il est intensément supervisé et qu'il répond à un état d'urgence. La question centrale demeure: cette cohérence peut-elle survivre au temps, aux tensions internes et aux pressions régionales? La dynamique atteint un point où les analyses classiques ne suffisent plus à décrire ce qui se produit réellement dans les zones reprises. Les premières semaines du programme révèlent une bascule psychologique que personne n'avait anticipée. Les ex-détenus, longtemps perçus comme une marge, deviennent un levier central de stabilisation. Cette mutation est rapide, concrète, presque silencieuse. Elle modifie les habitudes, les trajectoires, les attentes. Dans plusieurs villages, les gestes ordinaires reprennent avant même que les institutions ne s'adaptent. Les routes sont nettoyées, les ponts réparés, les champs protégés. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire. Juste une efficacité de terrain qui redonne aux communautés un espace respirable. La nuit redevient silence non menace. Les marchés rouvrent sans escorte. Les familles rentrent après des mois d'exil forcé. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré introduit une logique inattendue: réhabiliter pour protéger. Là où les observateurs occidentaux voyaient une anomalie, les communautés locales perçoivent une chance de reprendre la main sur leur propre sécurité. C'est ce décalage entre perception extérieure et expérience intérieure qui marque le véritable midpoint. Un geste politique d'abord jugé risqué devient une dynamique collective impossible à ignorer. Les conséquences de la transformation burkinabé se déploient en cercles successifs, chacun révélant une facette différente d'un mouvement dont l'ampleur dépasse largement la seule dimension sécuritaire. Pour comprendre ce que cette mutation change réellement, il faut observer ses effets sur quatre groupes essentiels:
les institutions, l'économie marchande, les relations sociales et l'équilibre régional. À ce niveau institutionnel révèle son importance dans l'évolution décrite. L'État, longtemps perçu comme fragmenté, réapparaît dans les zones où il avait disparu. La reconquête territoriale, 92% du territoire repris, stabilise les services publics. Les écoles rouvrent, les agents administratifs reprennent leur position et les communes éloignées retrouvent un fonctionnement minimal. Dans cette reconstitution progressive, l'impulsion d'Ibrahim Traoré modifie la perception du pouvoir. L'État cesse d'être une abstraction lointaine et redevient une présence visible capable d'assurer la continuité. À ce niveau, dynamique économique révèle son importance dans l'évolution décrite. La chute de 112% des attaques routières libère des axes commerciaux paralysés depuis des années. Les marchés régionaux retrouvent une activité régulière. Les producteurs circulent et les zones reculées redeviennent des points d'approvisionnement. Là où la mobilité signifiait auparavant survie, elle signifie désormais travail, échange, stabilité. Le simple fait de transporter du maïs, du mil ou des outils ne relève plus du pari risqué, mais d'une routine viable. Cette respiration économique confère au pays une marge de manœuvre que les années précédentes avaient effacée. À ce niveau des relations sociales révèle son importance dans l'évolution décrite. La baisse de 48% de la criminalité urbaine transforme l'atmosphère des quartiers. Les ex-détenus, devenus médiateurs, rétablissent un dialogue que les structures institutionnelles peinaient à maintenir. Les familles déplacées rentrent, les enfants retrouvent les écoles, les espaces publics se remplissent à nouveau. Cette restauration du lien social ne s'explique pas seulement par la sécurité retrouvée, mais par une recomposition de la confiance. Les habitants se sentent vus, accompagnés, soutenus. Dans cette dynamique, les gestes quotidiens, marcher la nuit, ouvrir un commerce, cultiver un champ, cessent d'être des actes risqués. À ce niveau, Huvuk Anquane Doingwai révélait son importance dans l'évolution décrite. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme vulnérable, devient un point de référence pour ses voisins. Le Mali, le Niger et même le Tchad observent la cohérence d'un modèle qui renverse des décennies de dépendance stratégique. À Paris, la mesure est jugée imprudente. À Bamako, audacieuse. À Ouagadougou, évidente. Ce décalage révèle un basculement profond. Pour la première fois, le Sahel n'attend plus l'approbation extérieure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays impose son propre tempo et redéfinit son récit souverain. Ces quatre cercles dessinent une réalité claire. La transformation burkinabé n'est pas un simple épisode militaire. Elle recompose les institutions, relance l'économie, apaise les communautés et modifie l'équilibre régional. Reste une interrogation essentielle. Cette dynamique, née de décisions rapides, peut-elle résister à l'usure du temps? Les mois qui viennent ouvrent trois trajectoires possibles pour le Burkina Faso. Elles ne prédisent rien avec certitude, mais chacune éclaire un aspect crucial de la dynamique en cours. L'enjeu n'est pas de deviner l'avenir, mais de comprendre comment les forces actuellement en mouvement peuvent évoluer sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et sous la pression des réalités sahéliennes. Dans cette perspective, un nouveau scénario peut être envisagé. Dans cette hypothèse, les acquis sécuritaires se maintiennent sans s'étendre de manière spectaculaire. Les 92% de territoires repris deviennent la colonne vertébrale de la stabilité, et les anciennes zones de conflit restent sous contrôle grâce à une coordination rigoureuse entre unités réhabilitées, autorités locales et communautés rurales. Les marchés continuent de fonctionner, les écoles restent ouvertes et les axes secondaires conservent leur fluidité retrouvée malgré quelques tensions localisées.
Le modèle burkinabé reste surveillé par ses voisins, mais il n'est pas encore considéré comme un précédent régional pleinement reproductible. La progression existe, mais elle dépend d'un équilibre étroit entre discipline interne et vigilance communautaire. Dans cette perspective, un nouveau scénario peut être envisagé. Ici, la dynamique actuelle se renforce et s'étend. Les attaques routières continuent de reculer, la criminalité urbaine diminue encore, et les villages replantés deviennent des pôles de production réguliers. Les pays voisins, Mali et Niger en tête, s'inspirent ouvertement du modèle burkinabé. Des formes de coopération émergent, et l'idée d'une sécurité sahélienne fondée sur les ressources locales gagne du terrain. La confiance interne s'élargit, la cohésion sociale s'ancre plus profondément, et le pays passe d'exemple isolé à accélérateur régional. Le récit porté par Ibrahim Traoré devient une matrice stratégique discutée à l'échelle du Sahel. Dans cette perspective, un nouveau scénario peut être envisagé. Dans cette trajectoire, plusieurs incidents isolés fissurent l'élan acquis. Certaines unités réhabilitées échappent partiellement à l'encadrement. Les tensions politiques internes s'intensifient, les groupes armés exploitent les failles pour relancer des attaques ciblées. Le commerce ralentit, les marchés se replient et les villages frontaliers se vident à nouveau. Le pays n'entre pas en effondrement brutal, mais en dégradation lente qui ronge la cohérence et la confiance. Pour comprendre ces trois chemins, une règle s'impose: ne pas confondre élan et stabilité. Ce n'est pas la vitesse du changement qui décidera de l'avenir, mais la capacité collective à maintenir l'intention première du programme tout en évitant les dérives structurelles. La transformation en cours ne se lit pas seulement dans les chiffres ou dans les décisions institutionnelles. Elle traverse directement ceux qui vivent ces changements au quotidien. Trois cercles d'audience, chacun avec ses attentes, ses doutes et ses besoins, perçoivent cette mutation avec des sensibilités distinctes mais complémentaires. À travers un autre ensemble d'acteurs, une dynamique particulière apparaît. Pour eux, les routes praticables et la baisse des attaques sont des repères vitaux. Chaque déplacement reste un test implicite, mais la peur n'est plus le premier réflexe. Ils observent le changement avec prudence, espérant que la stabilité gagnée ne soit pas un épisode bref. Leur attente centrale est simple: sentir que l'effort engagé sous Ibrahim Traoré ne s'effrite pas dès la première tension. À travers un autre ensemble d'acteurs, une dynamique particulière apparaît. Dans les villages réoccupés, les terres replantées, les écoles rouvertes, l'impact est tangible. Ce groupe ressent la transformation comme une respiration nouvelle et une chance de se réancrer après des années d'incertitude. Ils veulent être acteurs, non spectateurs de la reconstruction. Leur regard se tourne vers la continuité. Que les initiatives locales soient soutenues, accompagnées, prolongées. À travers un autre ensemble d'acteurs, une dynamique particulière apparaît. Dans les zones urbaines, la baisse de criminalité crée une atmosphère aisée. Les médiateurs issus des unités réhabilitées facilitent les résolutions de conflits. Les habitants sortent davantage, reprennent des activités collectives, réoccupent les espaces publics. Leur inquiétude porte sur l'avenir, que la réhabilitation reste un instrument de cohésion et non de rigidité ou de contrôle excessif. La consolidation de la transformation burkinabé exige une méthode claire, structurée, capable d'ancrer l'élan actuel dans des mécanismes durables. Rien ne peut reposer sur l'inertie. Il faut un plan, une séquence, une discipline. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 étapes apparaissent comme les plus cohérentes pour stabiliser les acquis des 12 derniers mois, restaurer durablement les services publics dans les zones reprises. Cette étape mobilise les acteurs suivants: autorités locales, plus unité, réhabilité. Elle intervient au moment suivant, immédiatement après la sécurisation d'un secteur. L'action essentielle consiste à
rouvrir routes, écoles, centres médicaux. La mesure repose alors sur continuité de service pendant 3 mois sans interruption, encadrer strictement les unités réhabilitées. Cette étape mobilise les acteurs suivants: état-major, structure civile. Elle intervient au moment suivant, de manière continue. L'action essentielle consiste à supervision hiérarchique permanente pour éviter toute dérive interne. La mesure repose alors sur absence d'incidents disciplinaires et stabilité opérationnelle constatée. Renforcer les médiations communautaires. Cette étape mobilise les acteurs suivants: médiateurs issus des unités, plus chef de village. Elle intervient au moment suivant, à chaque tension locale. L'action essentielle consiste à intervenir rapidement pour désamorcer conflits et malentendus. La mesure repose alors sur baisse régulière des signalements de tensions civiles, stabiliser la production agricole dans les zones réoccupées. Cette étape mobilise les acteurs suivants: communes rurales plus paysans revenus. Elle intervient au moment suivant, dès la première saison de plantation. L'action essentielle consiste à sécuriser champs, soutenir le retour des cultivateurs. La mesure repose alors sur maintien ou hausse des surfaces cultivées sur une saison complète. Harmoniser décisions civiles et militaires. Cette étape mobilise les acteurs suivants. Gouvernance centrale. Elle intervient au moment suivant. Réunion de coordination régulière. L'action essentielle consiste à éviter glissements autoritaires, maintenir équilibre institutionnel. La mesure repose alors sur fonctionnement continu des organes civils, consultation publique fréquente. Ces 5 étapes ne garantissent pas la stabilité, mais elles en tracent le chemin. Leur efficacité dépendra moins de la vitesse que de la cohérence collective. Lorsque l'on regarde la trajectoire du Burkina Faso, ce ne sont pas les chiffres qui reviennent d'abord, mais les visages. Celui de Moussa, ancien détenu devenu protecteur discret des pistes rurales. Celui d'Aïcha, dont le deuil s'est transformé en fil de dignité reliant les villages. Leur présence silencieuse rend tangible ce que les analyses abstraites ne saisissent jamais. La reconstruction part toujours d'existences fragiles que l'on croyait perdues. Dans cette séquence, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît sous un jour particulier, non comme un chef éloigné, mais comme celui qui a déplacé le cadre du possible pour ces vies minuscules. La réhabilitation n'est pas ici un geste moral, mais une mécanique sociale qui redonne une fonction à ceux que le système avait écartés. Ce sont eux, par leurs gestes, leurs retours, leurs efforts, qui tissent la cohésion retrouvée. Moussa, avec son uniforme encore neuf, incarne la seconde chance devenue utilité publique. Aïcha, avec ses mots murmurés, incarne la dignité devenue force commune. Ensemble, ils rappellent que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. La stabilité naît des gestes ordinaires. Ce fil, fragile mais réel, sera la véritable épreuve des mois à venir. La transformation du Burkina Faso ne se résume ni aux opérations militaires, ni aux statistiques présentées au fil des mois. Elle raconte surtout la manière dont une société décide de reprendre en main son propre destin. Les gestes quotidiens, rouvrir un marché, protéger un champ, réinstaller une famille, dessinent une souveraineté vécue de l'intérieur, façonnée par ceux qui en supportent directement le poids. Dans ce moment charnière, l'enjeu n'est plus seulement d'observer, mais de comprendre comment cette dynamique pourra durer sans se figer. Les autorités, les communautés, les médiateurs et les acteurs locaux
portent chacun une part de cette continuité fragile. Le pays avance, mais il avance sur un fil qui demande à être entretenu, consolidé, transmis. Pour ceux qui regardent de loin comme pour ceux qui vivent au cœur de ces changements, une même interrogation demeure. Comment préserver l'équilibre sans perdre l'élan? Alors, comment chacun, à sa manière, peut-il contribuer à écrire ce nouvel horizon?